Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui veut vous faire découvrir la ville, son évolution et surtout tous les acteurs qui l'aménagent. Aujourd'hui, nous allons donner la parole aux architectes, une profession finalement peu connue car nous ne connaissons pas la réalité de leur quotidien de travail. Pourtant, ils imaginent, dessinent et construisent la ville de demain. Christine Lecomte, bonjour. Bonjour Jérôme Joannet. Vous êtes présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Alors ma toute première question, on dit ordre parce que architecte, c'est une profession réglementée, c'est ça? Oui, tout à fait. On est une profession réglementée parce qu'on est une profession d'intérêt public. Il y a une loi qui a été créée en 1977 qui s'appelle la loi sur l'architecture. Et l'article 1 déclare que la création architecturale, les enjeux environnementaux sont d'intérêt public et donc qu'il y a nécessité à ce que l'on soit sous tutelle de l'État. Alors aujourd'hui en France, il y a près de 30 000 architectes, 29 990, ça dépend des départs en retraite, j'imagine. Mais en Île-de-France, combien y a-t-il d'architectes aujourd'hui? Alors pour porter le titre, il faut être inscrit à l'ordre. Si on a fait les études, on peut quand même être architecte, mais sans porter le titre. Voilà. On a 10 000 architectes inscrits à l'ordre en Île-de-France en ce moment et 3 000 sociétés, ce qui fait 33% en fait des actifs architectes de France, ce qui est énorme. Donc quand on est inscrit à l'ordre, là on peut intervenir et construire. Voilà, c'est là où on peut déposer notre sceau sur le permis de construire et donc être maître d'œuvre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi un architecte? Parce qu'on entend architecte paysagiste, architecte urbaniste, architecte d'intérieur. C'est quoi la profession? C'est quoi ces métiers? Alors, le métier d'architecte, c'est un métier de synthèse et de l'acte de construire, de l'acte de bâtir, en faisant attention à tous les enjeux qui nous entourent. Donc, les enjeux sociaux, la vie, les gens, les habitants, qu'est-ce qu'on a comme besoins, les usages, les enjeux environnementaux. Alors, en ce moment, c'est clairement d'actualité, la pollution, les sols, l'artificialisation des sols, l'eau, la qualité de l'eau, la santé, et puis les enjeux économiques, c'est-à-dire l'équilibre en fait de tout cela. Donc c'est un métier de synthèse entre tout ça pour essayer de donner le meilleur du cadre de vie aux gens. Et on est à la fois dans le dessin, puisqu'on pense, c'est un métier créatif, mais on est aussi dans la construction et dans la technique jusqu'au bout pour apporter en fait le produit fini et définitif qui va permettre aux gens de bien vivre ensemble. Est-ce que c'est un métier qui évolue aujourd'hui? Il y a des changements. D'ailleurs, est-ce que c'est une profession qui se féminise? A priori, oui, puisque vous êtes là. Alors oui, c'est une profession qui a effectivement beaucoup de femmes qui s'inscrivent à l'ordre en ce moment et les écoles ont beaucoup de femmes. Mais c'est parce que c'est un métier qui se tourne vers l'humain. Alors c'est peut-être un petit peu dur de dire ça, mais effectivement c'est un métier qui attire beaucoup parce qu'il y a une mutation qui s'est faite avec la société. On est de plus en plus à l'écoute des besoins des gens, à l'écoute, par exemple l'habitat participatif. Les architectes vont beaucoup dans ce type de construction. On aime bien être en proximité des gens pour aller vers l'usage et les besoins. On est loin d'une profession des murges avec l'architecte qui décide tout. La profession a complètement changé. Maintenant, on est vraiment dans l'approche de qu'est-ce qu'on a besoin pour être bien ensemble et pour que nos lieux, en fait, qu'on fabriquent du lien entre les gens. Mais est-ce que c'est un métier qui serait en difficulté? Parce qu'on entend parfois les architectes se plaindre, il y a moins d'argent. C'est ça un petit peu, c'est un peu une dichotomie, c'est-à-dire que d'un côté, c'est un métier où c'est vrai, effectivement, certains ont beaucoup de difficultés financières, mais d'un autre côté, c'est un métier qui est un challenge pour la société parce qu'on est partout, on a besoin d'architecture partout. On a besoin d'architecture dans l'espace public, on a besoin d'architecture dans la construction des logements, on a besoin d'architecture dans la construction des équipements publics, on a besoin d'architecture dans la réhabilitation. Donc la pensée architecturale, en fait, c'est un petit peu, c'est ce qui permet de faire le cadre de vie. En médecine, on dit santé, c'est ce qui concerne tout le monde et médecine, c'est la discipline. Ben, nous, c'est pareil. Nous, il y a le cadre de vie, c'est ce qui concerne tout le monde et la discipline, c'est l'architecture. Alors, un métier qui évolue, qui se féminise, mais qui se réorganise également. Il y a de moins en moins d'architectes seuls, les architectes se regroupent, il y a une grande tendance, c'est plutôt aller vers les cabinets. Voilà. Alors, en fait, il y a une grande tendance à l'entrepreneuriat, on devient de vraies entreprises parce que passer de profession libérale, comme on l'a dit tout à l'heure, réglementée, à profession libérale réglementée, mais aussi entrepreneuriale,
entrepreneurial pour répondre au monde dans lequel on est. On est avant tout des acteurs économiques du milieu de la construction. Donc, on a besoin d'être, si ce n'est des partenaires fiables, mais aussi des personnes avant-gardistes. Donc, on est très engagé dans le numérique, on est très engagé dans le regroupement de nos entreprises pour favoriser une dynamique économique, une dynamique locale et sur tous les modèles. Ça va de la SCOP à la très grande société. Et effectivement, comme ça nous permet d'avoir un réseau qui couvre le territoire. Et sur un territoire, l'Île-de-France, qui est en pleine évolution, il y a le Grand Paris, on en parle souvent ici du Grand Paris Express. D'ailleurs, quel regard portez-vous sur ces grands projets d'aménagement qui se mettent en place sur l'Île-de-France? Parce que depuis quelques années, on lance des grands projets, réinventer Paris, inventons la métropole du Grand Paris. Si on prend par exemple le simple Grand Paris Express, avec ce nouveau train qui va faire le tour de Paris, c'est un formidable bouleversement architectural qui arrive sur notre territoire. C'est à la fois un bouleversement architectural et urbain, c'est un bouleversement pour les gens, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Et je pense que c'est ça qui permettra par exemple de réduire énormément les temps de transport domicile-travail. C'est vraiment la grande attente des gens pour le Grand Paris. Quand on fait même des micro-trottoirs, on le voit, nous les architectes, dans les écoles, on envoie nos étudiants parler de ça, donc on le voit. Donc oui, alors ça va être un bouleversement aussi pour les lieux où vont se trouver les gares, qui vont énormément évoluer. Ça va être des vrais hubs de communication, de circulation, même effectivement commerciaux et même de liens. Donc les gares vont devenir des vrais lieux pour les gens. Alors, mais les architectes sont intervenus sur tous ces projets à travers, il y a eu des ateliers, et aujourd'hui il y en a certains qui construisent déjà, parce qu'il y a des chantiers à droite, à gauche. Toute la profession s'est mobilisée en Île-de-France, j'imagine, autour de cette question, ou pas? Alors, je pense que toute la profession se mobilise sur le thème du Grand Paris. Après, chacun à son échelle et selon les chantiers qu'on nous donne. Ce qui est intéressant sur le cas du Grand Paris Express, c'est qu'il y a eu un véritable travail architecte et ingénieur. Et c'est là où on se rend compte que c'est les deux imbriqués ensemble, ça marche très bien. Donc, quand l'architecture marche bien, quand elle est insérée dans un système où finalement tous les acteurs sont autour de la table et peuvent travailler ensemble. Les élus, les ingénieurs, les architectes, les urbanistes, les habitants. Et le projet du Grand Paris Express, il répond à ça. Alors, il y a d'autres grands projets. Simplement, on peut citer le concours Réinventer Paris, qui a fait énormément le buzz à un moment donné, parce qu'il y a des projets fous avec des bâtiments extraordinaires. Quel regard portez-vous sur ce Réinventer Paris 1, puisqu'il y a eu 22 sites, 23 sites qui ont été, 23 projets sélectionnés aujourd'hui, et puis maintenant il y a un Réinventer Paris 2 avec les souterrains. C'est quelque chose qui est attendu par la profession, ces grands projets, ces grands concours? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la profession, c'est une profession d'innovation, parce que nous, dès qu'on a un site, on travaille en rapport avec ce site. Donc, chaque projet a une part d'expérimentation. On apprend d'ailleurs à fabriquer le projet dans nos études. Donc là, on a surtout senti qu'il y avait une attente des élus et de la société d'innovation. Et cette innovation, elle est extrêmement importante. Ça peut être sur les matériaux, ça peut être par rapport aux enjeux dont on parlait, environnementaux, la pollution, l'agriculture, etc. Les enjeux sociaux, comment est-ce qu'on redonne du lien entre les gens à travers des lieux. Donc tout ça, c'était une grande demande. Donc de ce côté-là, je pense que les réinventons, comme des concours d'architecture, répondent à cette question-là et permettent aussi de mettre beaucoup d'acteurs autour de la table. Par contre, il y a des petites problématiques, parce que du coup, on peut se poser la question de qui gouverne la ville à partir du moment où effectivement on cède des terrains qui peuvent faire parfois 15 hectares, comme plutôt dans Réinventons la métropole, à du privé. Et donc, est-ce que la ville est toujours publique? Et là, vraiment, on a le questionnement de comment la personne publique garde la cohérence d'un espace. Le territoire est le bien commun de la nation, c'est l'article 1 du Code de l'urbanisme, parce qu'en fait, c'est sur le territoire qu'on vit ensemble. Donc, si c'est le privé qui prend le dessus sur le public, comment est-ce qu'on va pouvoir être sûr et garantir que cette ville va rester pour tous, inclusive, et permettre à la fois aux gens qui ont peu de moyens de cohabiter avec ceux qui ont plus de moyens. Il faut éviter la gentrification de la ville. Mais là, vous touchez à un problème, c'est la relation entre les architectes, ceux qui imaginent, les promoteurs et les élus.
La ville se construit avec ces trois acteurs finalement et il y a des déséquilibres qui se créent, vous pensez? Il y a un danger. Le danger, il existe. Le danger, il existe en fait finalement quand l'architecte ne peut plus avoir son rôle de conseil. Puisque nous sommes une profession qui est d'intérêt public, hein, on ne travaille pas avec le spectre de l'équilibre financier comme étant le seul objectif. Nous, nos objectifs sont sociaux, environnementaux, d'usage en fait en premier lieu et en re-questionnant en fait à chaque fois le propos. Donc on doit forcément être en proximité de l'élu, puisque l'élu, lui, il a le rôle de décideur de l'intérêt public. Donc nous, on a le rôle de conseil, l'élu, il a le rôle de décideur, donc on est forcément ensemble. Et à un moment donné, effectivement, si des acteurs viennent se glisser entre nous et empêchent finalement l'architecte de faire ce rôle, d'être le lien entre les territoires, les habitants, de faire la synthèse, de proposer à l'élu, l'élu a moins de chances de pouvoir décider en conscience de l'intérêt public. Donc ce rôle de conseil, il est inscrit dans notre code de déontologie et donc si on ne peut plus l'avoir, ça devient problématique. Mais quand il y a un concours, là, il faut que vous m'expliquiez comment fonctionne vraiment le système, parce qu'il y a un concours, il y a un territoire, un projet, il y a plusieurs architectes, plusieurs projets qui se mettent en place, c'est du travail. Oui, c'est du travail, beaucoup de travail. Des mois, des années, des fois. Et puis derrière, il y a un seul vainqueur. Qu'est-ce qui se passe? On a tout perdu pour les autres? Alors, c'est un petit peu différent. Il y a plusieurs types de concours. Effectivement, les concours Réinventons. Le premier concours Réinventons Paris, effectivement, il y a eu une petite problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, les architectes, ils ont une production qui est de la conception. Et l'acte de concevoir, c'est un travail. Tout travail mérite salaire. C'est normal d'être rémunéré pour ça. Donc, quand on fait travailler 40 équipes sur un site, finalement, on fait travailler 40 fois quelqu'un. Et si la personne travaille gratuitement, c'est à perte. Or, nous, on n'est pas des multinationales, puisque justement, pour garantir l'intérêt public, on n'a pas de capitaux qui viennent dans nos sociétés pour justement conserver cet intérêt public de l'architecture. Donc, c'est vraiment important de le séparer d'une notion totalement logique de profit qui doit exister. Hein. Donc, du coup, effectivement, cet équilibre, il est toujours difficile à avoir. Et dans certains concours comme les Réinventons, nous, ce qu'on a fait avec Monsieur Ollier, c'est de travailler à ce que les architectes soient rémunérés dans la phase 1, ce qui n'avait pas été le cas dans le premier, mais ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire comme à chaque fois qu'on commence quelque chose, la première fois, bon bah, il y a des loupés. Là, effectivement, sur Réinventons la métropole, il y a eu un mieux de ce point de vue-là. En tout cas, de nombreux projets vont voir le jour, il y a donc du boulot pour les architectes, mais parlons un petit peu d'actualité, parce qu'il y a un contexte nouveau. Il y a la loi Elan qui a été votée le 12 juin dernier en première lecture à l'Assemblée. Alors, Elan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui avait pour objectif de construire plus, construire mieux et construire moins cher. Mais qu'en pense la profession? Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques. Oui, effectivement. Alors, quand le gouvernement a annoncé ces trois thématiques, on était plutôt contents parce qu'on pense qu'effectivement, il faut avoir une ambition pour le logement, c'est extrêmement important. Et puis, on avait les déclarations qu'Emmanuel Macron avait faites pendant sa campagne qui nous laissaient penser que ça allait aller dans un sens d'intérêt public et pour les habitants. Et là, on se retrouve avec une loi qui finalement est très quantitative, très économique et absolument pas sur le projet culturel de l'habitat des Français. Et effectivement, ça nous perturbe énormément. Parce que vous étiez mobilisé en février, vous avez co-signé et vous étiez à l'initiative d'une tribune pour des logements de qualité, pour le bénéfice pour tous. De 6 000 architectes avaient signé. Ouais, c'était quoi les grandes lignes de cette tribune? Alors justement, c'était une alerte. À la fois, on disait bravo de faire une loi, mais attention, parce qu'on voit effectivement actuellement le logement devenir de plus en plus petit. On a perdu 15 à 20% d'une surface d'un T3 en Île-de-France. Hein, ça veut dire une pièce en moins, quasiment, parce qu'on a des parties communes qui n'ont plus de lumière. Dès qu'il y a un ascenseur, hop, on retire les fenêtres dans les cages d'escalier, parce qu'on a des cuisines en second jour, parce qu'on a des chambres dans lesquelles les enfants ne peuvent même pas changer leur lit de place. Et donc, nous, les architectes, on a voulu dire et exprimer cette inquiétude qu'on a de voir le logement perdre en qualité, parce qu'effectivement, il y a 9 millions de personnes qui vivent en surpeuplement. Et dans cette tribune, on a rappelé 3 choses: qu'il fallait travailler sur le foncier, travailler sur la réhabilitation et donner à tous les logements la même qualité, que ce soit dans le logement social ou dans la promotion privée. Alors,
finalement, quelque part, peut-être que vous n'avez pas été assez entendu lors du vote de cette loi. Je pense que vous allez vous battre et faire du lobbying auprès du Sénat, mais rappelons qu'il y a des points consensuels dans la loi. Il y a certaines sanctions sur les Airbnb, sur tout ce qui est marchand de sommeil, etc. Mais par exemple, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la transformation des bureaux en logements. Mais là, il y a un enjeu. Et quel regard portez-vous en tant qu'architecte? Si vous voulez, on n'a pas attendu une loi pour transformer des bureaux en logements. On le fait déjà. La problématique des bureaux en logement, c'est qu'est-ce qu'on va laisser comme temps à la conception et comment on va le faire. Parce que les immeubles de bureaux sont souvent plus larges qu'un immeuble de logement classique. Ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec des logements mono-orientés, avec un couloir de desserte au centre. Donc il va falloir travailler sur comment est-ce qu'on va fabriquer ces logements. Les façades des immeubles de bureaux, souvent, ce sont des façades qui sont peu évolutives pour un logement. On n'a pas les fenêtres qui s'ouvrent, pas de balcon, pas d'espace extérieur. Donc ce n'est pas le même rapport d'usage pour quelqu'un. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de travail de ce point de vue-là. Sur la qualité du logement, il y a un point qui a fait grincer des dents à de nombreuses personnes, dont des associations, c'est l'accessibilité aux personnes handicapées. Il y avait une norme aujourd'hui dans le neuf, c'était 100% accessible, et là maintenant ce sera que 10%. Les architectes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les architectes, de toute façon, nous, on souhaite effectivement toujours travailler dans le sens des besoins des gens. On sait qu'il y a un vieillissement de la population qui arrive. On sait qu'il y a énormément de personnes en situation de handicap qui attendent du logement, et notamment du logement social. Donc effectivement, nous, on n'a jamais attendu pour faire des logements évolutifs. Ce n'est pas une loi qui va nous dire comment on fabrique des logements évolutifs. La question, c'est qu'est-ce qu'on nous laisse comme temps de conception et comme temps sur le chantier pour fabriquer ces logements évolutifs, et surtout qu'ils ne coûtent pas plus cher à la personne après. Parce que là, l'inquiétude dans la loi, c'est que certes évolutif, déjà la loi n'explique pas ce que ça veut dire, mais en plus, qui va payer le surcoût de cette évolution ensuite? Ah oui, c'est plus le propriétaire, le bailleur, mais c'est celui qui l'utilise. C'est celui qui l'utilise. Donc le citoyen. Voilà. Tout à fait. Donc il y a un danger, voilà. Il y a un vrai danger. Mais il y a aussi d'autres problèmes dans cette loi qui touchent directement votre profession. Il y a notamment, on risque de voir disparaître l'intervention de l'architecte sur de nombreux chantiers. Alors, il faut expliquer que ça ne touche pas vraiment notre profession. Ça touche en fait la qualité et le coût global des bâtiments qu'on va construire à terme, notamment dans le logement, et là, notamment dans le logement social. Ce que nous, on voit depuis quelques années dans la promotion privée, qui n'a pas le même cadre juridique que le logement social, c'est moins d'architectes sur les chantiers et une perte finalement de qualité de production. Par exemple, des enduits de moins bonne qualité, on remplace le zinc par un plastique chinois, et en fait, on se retrouve avec des bâtiments qui sont peut-être presque de l'obsolescence programmée. Donc, vous êtes un habitant, vous achetez un bâtiment, un logement, ça vous coûte 30 à 35% de votre salaire mensuel, et puis 10 ans après, même pas, vous avez un ravalement, alors que vous pensiez investir dans la pierre de manière intéressante. Et là, en fait, ce que le gouvernement propose, c'est de donner les mêmes dispositions aux bailleurs sociaux, c'est-à-dire de se passer d'architecte et de choisir l'architecte un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire sans regarder un projet ou sans qu'il y ait de référence. Finalement, on retourne à un modèle avant années 80 et qui pourrait ramener à des images de standardisation comme on a connu bien avant, dans les années 60-70, avec des bars voilà. Ce qui a fait les problèmes des bâtiments dans les banlieues et qui ont été construites. Voilà, ce qui a fait les problématiques qu'on retrouve et qu'on essaye à l'heure actuelle de soigner, de réparer, et à coup de plans et d'ANRU, avec l'agence de rénovation urbaine, c'est presque 0,5% du budget de la France qui est concerné par la réparation de ces quartiers. Donc il y a une vraie alerte de la part des architectes sur cette question-là. C'est si là, vous nous faites construire la même chose que ce qu'on a construit collectivement dans les années 60, ça sera 2% dans 20 ou 30 ans que la France devra supporter. On crée les mêmes problèmes à terme. Oui, donc c'est pas une loi ambitieuse, c'est une loi régressive, c'est une loi quantitative et c'est pas une loi qualitative. Mais est-ce qu'elle réussira à faire construire véritablement? Est-ce que les bailleurs sociaux pourront plus facilement vendre? Par exemple, cette histoire de vente de 40 000 HLM, qu'est-ce que vous en pensez? Alors après, il y a des sujets... Il y a une petite entaille dans la loi SRU, même
une grosse. Nous, on pense que le logement, il faut que tout le monde puisse se loger. D'ailleurs, le droit au logement existe. Après, c'est des sujets éminemment politiques. Et en tant qu'ordre des architectes, il y a des domaines sur lesquels on n'a pas à se positionner. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les objectifs de construction de logements ont été tenus en Île-de-France depuis quelques années. On a même construit 10 000 logements de plus que ce qui était prévu. La problématique du logement, notamment en Île-de-France, c'est le coût du foncier. Donc, si on veut vraiment construire du logement, il faut que l'État s'attaque au nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le foncier et puis effectivement également un petit peu les marges de la promotion. Alors, mais qu'est-ce que faudrait-il faire pour que l'Île-de-France de demain se construise convenablement? Comment intervenir sur le foncier, par exemple? Il faut absolument qu'il y ait une mixité sociale. Et ça, c'est indispensable parce que la ville, c'est à la fois un lieu où on se rencontre et de plus en plus, c'est un lieu où on crée des liens. À l'heure du numérique, il faut absolument que ces lieux continuent à nous permettre de fabriquer du lien. On ne peut pas être simplement dans de l'infrastructure, on ne peut pas être simplement dans du passage où on ne verra que de la voiture. On doit être dans des lieux qui anticipent demain. Et il y a beaucoup de lieux de rencontre qui commencent à exister, des tiers-lieux, on parle de coworking, on voit des sites comme les Grands Voisins, etc., qui sont ces lieux, vous savez, où on peut venir créer et créer du lien, et l'humain, en fait, se retrouve dans la ville. Donc, c'est ça l'ambition du Grand Paris de demain, et c'est ça, en fait, l'ambition d'une loi. C'est pas simplement de penser logement, parce que quand on pense à un quartier de logement, on doit penser autour tout ce qui va faire la ville et la vie des habitants. Les espaces publics, les équipements publics, les écoles, etc. Et donc, l'architecte est au centre de tout ça et le lien entre tout le monde sur ces questions-là. Donc, il faut travailler avec eux. L'architecte est un acteur parmi d'autres, mais il a cette capacité de synthèse et d'aide à la décision. Et puis surtout, il a un regard sur la vie des habitants. Dans nos études, on fait beaucoup de sociologie. Et c'est vrai qu'effectivement, on est au plus près des habitants pour répondre à leurs besoins. Alors, la loi Elan va être en discussion au Sénat. J'imagine que vous travaillez auprès des sénateurs pour leur montrer certains dangers. Quels sont les points de la loi que vous voudriez voir un petit peu changer? Le point essentiel, c'est effectivement le fait que le gouvernement retire les bailleurs sociaux de la loi MOP, qui est cette loi qui garantit en fait la contractualisation entre les bailleurs et les architectes. En fait, cette loi, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de la garantie de la transparence de l'argent public, c'est-à-dire comment on va choisir la personne qui va faire le marché. Elle garantit en fait un certain nombre d'étapes qui permet aux architectes, aux élus et puis aux bailleurs de regarder si le projet correspond bien à ce qu'on veut faire ensemble. Donc ça permet une meilleure insertion dans la ville. Et puis elle garantit aussi que l'architecte soit là de A à Z. Donc qu'on choisisse les bons matériaux sur le chantier, qu'il n'y ait pas de différence finalement entre ce qui a été pensé en coût global pour qu'une opération soit pérenne et qu'elle soit agréable aux usagers, et puis ce qui est construit. Donc ça, c'est vraiment le principal. Ensuite, de manière un peu plus générale, ce que j'attendrai de cette loi, c'est qu'elle ait un chapeau et que ce chapeau soit de garantir une qualité de vie aux habitants avec un principe politique, c'est-à-dire quelle politique culturelle et sociale on attend de la France à travers de sa position sur le logement. Elle ne peut pas être que quantitative. Ce n'est pas la réponse qu'attendent les Français. Ils l'ont dit à Emmanuel Macron. Il y a eu un sondage juste avant cette loi où les adhérents de la République En Marche ont dit en masse que ce qu'ils voulaient pour leur logement, c'est de la qualité. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait de la qualité au cœur de la loi Elan. De la qualité pour nos logements, messieurs les sénateurs. Alors on arrive en toute fin d'émission et comme le veut la tradition, nous avons toujours 3 questions à notre invité. Là, je vous demande d'enlever peut-être votre casquette de présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. En tant qu'architecte, si vous aviez un projet fou, ce serait quoi? Moi, mon projet personnel, ça serait de pouvoir accompagner les élus dans leur prise de décision au quotidien. Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout un projet d'architecture, c'est un projet pour que les élus puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause par rapport aux enjeux qu'il y a dans la société. S'il y avait un événement à ne pas manquer, selon vous, ce serait quoi? Alors, il va y avoir un événement en octobre, les Journées nationales de l'architecture, avec plein d'événements en France. C'est porté par le ministère de la Culture, mais aussi par toutes les structures qui font de l'architecture. Je crois que c'est le 18-19 octobre. Et là, vous allez avoir plein de choses. Et nous, notamment au Récollet, à l'Ordre des architectes, il y aura un grand atelier pour les enfants, et puis des balades urbaines. Et ça donne une autre vision de la ville. Donc, je le conseille beaucoup.
à découvrir, donc des balades urbaines avec des architectes. Et s'il y avait un lieu à visiter, ce serait quoi? Alors je vais en donner deux, si vous me permettez. Un lieu qui se trouve en Grande Couronne, alors c'est même 3 lieux, c'est 3 maisons d'architectes, Alvar Aalto, Le Corbusier et Mallet Stevens. Et le département des Yvelines a la chance d'avoir 3 maisons qui ont été faites par ces architectes et qui sont des manifestes de l'architecture domestique de la maison. Et chacun pourra y retrouver des petites choses. Par exemple, le fauteuil Ikea qu'on a tous, eh bien c'est un architecte de renom qui l'a construit. Et d'un autre côté, un lieu dans Paris, les grands voisins, allez voir ce que font les architectes et les populations qui viennent investir un lieu en transformation, en transition. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lecomte, pour votre témoignage. Merci à vous pour votre accueil. Si vous voulez en savoir plus sur les architectes en Ile-de-France, vous pouvez aller sur le site internet de l'Ordre, www.architecte-idf.org. Ils organisent des conférences et plein d'événements. C'est une actualité intéressante à suivre si vous vous intéressez à la ville. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Demain la Cité. Au revoir.